Merci beaucoup. Nous avons décidé de se lancer dans cette organisation pour faire évoluer le débat sur un thème, comme je l'indiquais, la science entre croyance et tradition dans la culture mahoraise. Donc je remercie particulièrement Monsieur Abel Diol, qui est notre délégué ministériel de l'enseignement supérieur à la recherche et à l'enseignement supérieur, qui est aussi chargé de la gestion au niveau national de la fête de la science qui a lieu à La Réunion et à Mayotte. Ça fait 2 jours qu'il est avec nous, merci beaucoup. Et en tant que scientifique, biologiste, il nous dira ça un petit peu plus précisément tout à l'heure. Merci beaucoup à cette participation. Un certain nombre de personnes, un collègue qui arrive de l'université, un linguiste, M. Spéléo Rastami, qui va bientôt être là. M. Jean-Jacques Salom, maître de conférence de l'université en didactique des mathématiques et spécialiste des cultures aussi et de la réflexion sur l'impact des cultures dans l'apprentissage et bien sûr aussi parmi nous. Je vais passer la parole à mon collègue de la mairie qui va vous dire quelques mots d'introduction. Kabaru mikasku yani scientifique yani fijuan maru fikir maru jika rahay kau amba mit Mustafa Surna anni jorma vent jika milatsika audiensika angan manakur atara harum ayar kamalarek mana ruvazah rumtur maitalab kilaraha mumba duniani zindi semana zimeti kufasirna fo an milatika au an dintika rura hay kawba fakara sekam safi akitini havure ngatitsi mora fo minadamu wala chali kushidana fo habana namna atabna damu fam kolewa kilo na fikira nazi yobi na damu boketu bokara ka fikira kamba maru mazaba maana tsakabe mzuri kuona amba zurni zan katika nyan donc misi mande namna atamba mandei fikira tsika au mande mashiatika na lugha par rapport à tafaratu donc misbul maru haitskana vetu roikawa mbati kama asalo kufikiri maendeleo au maisha kila siku misi ulikao amba asandeu mapizuru universite fani ndembeni misi karazana nduka fundetu rukila hulu mbona boka fikira nazi ani famambaha na raharetu yani fikira ni science ndaka dini au mila atatska boketu ngatka nangare amba ahazukila boketu na ndeba bagage nas venu Ils ont beaucoup de Merci beaucoup. Donc on va commencer cette table ronde avec Monsieur Yol qui va nous dire quelques mots sur ce thème et sur la façon dont il aborde finalement cette problématique de la science entre croyance et tradition. Je pense que pour moi, science et croyance doivent créer un dialogue, et c'est ce dialogue qui va nous permettre tout à l'heure de pouvoir conclure sur la trajectoire, comment nous allons vivre ensemble. Donc ce n'est pas une opposition entre les sciences et les croyances, et tout de suite j'aimerais me placer dans une disposition du vivre ensemble, comment nous allons cohabiter, comment nous allons avoir une coexistence entre les sciences et les croyances. Et j'aimerais 2 mots pour la fête de la science, dire que la fête de la science pour nous, c'est une rencontre entre tous les citoyens français, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos croyances effectivement, quels que soient peut-être nos grades de vivre ensemble. Et c'est dans ce sens que les applications de la science contribuent à ce que nous puissions pour nos enfants regarder demain comment ils vont avoir des métiers, comment ils vont construire ce vivre ensemble. Donc pour le premier mot, pour moi c'est la coexistence, c'est comment la science et les croyances vont fonctionner ensemble dans le vivre ensemble. À propos du phénomène
et qu'on dise quelques mots justement entre les oppositions ou les croyances ou les peurs qu'un phénomène physique arrive à un moment donné et comment on reçoit ça. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, monsieur le maire, s'il vous plaît? Nous croyons que quand il y a les éclipses, que ce soit de la Lune ou du Soleil, il faut aller à la mosquée pour prier et libérer, que ce soit la Lune ou le Soleil. Nous avons nos croyances que quand il y a des tremblements de terre, ça veut dire qu'il y a une force quelque part qui a bougé et que la terre a tremblé. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a aperçu quelque chose d'anormal au niveau du soleil et j'ai reçu un message, alors je vais le lire en kibushi, puisque c'est un message écrit en kibushi, mais que je vais traduire. Mangata hatua atika misangandra angabu zahatika zuva fait passer le message. Tout de suite, on fait appel pour qu'on puisse faire la prière et observer l'évolution de ce qui se passe autour du soleil. Donc oui, est-ce que ce phénomène-là, c'est un phénomène scientifique ou bien on doit tous aller à la mosquée pour les musulmans, à l'église pour les chrétiens, pour prier et libérer le soleil? Alors, avant de donner la parole au phénomène, il expliquait un phénomène visuel à la radio. Pour ceux qui l'ont observé, vous avez tous remarqué que ça ressemblait à un grand cercle aux couleurs de l'arc-en-ciel qui entourait le soleil. Alors, il est plus visible. C'est un phénomène naturel qui est assez fréquent, qu'on peut observer à une centaine de kilomètres de distance, dans un rayon de 100 km autour de Mayotte, enfin de 50 km autour de Mayotte. Donc, il est possible que même en juin, des personnes l'aient observé. Et c'est assez régulier. On a observé un très beau l'année dernière qui a duré 3 ou 4 heures depuis toute l'île. Et j'en observe de façon en moyenne un par mois. La nuit, c'est un phénomène qui est plus fréquent la nuit au moment des pleines lunes. Mais évidemment, il faut lever les yeux au ciel. Le fait qu'il soit à midi pendant la fête de la science rajoute un peu de force. On a l'impression que là, effectivement, ce phénomène a été provoqué par une force surnaturelle. Pourtant, c'est un phénomène naturel qui s'explique, qu'il est facile d'expliquer avec une démarche scientifique. On peut le reproduire. Il est lié à la formation d'un nuage qu'on appelle un cirrus qui se forme en haute altitude, à 10 000 mètres environ, au-dessus de 10 000 mètres, et qui est composé de paillettes de glace. L'eau à l'état gazeux monte dans l'atmosphère et arrivée dans une zone froide de l'atmosphère, là où volent les avions. Cette eau qui était gazeuse se transforme en petites paillettes de glace et les paillettes de glace nous renvoient la lumière sous un angle particulier. Comme elles sont réparties de façon uniforme dans l'atmosphère, tout autour du soleil, on va voir le même phénomène se manifester et ces rayons lumineux vont être renvoyés. La manifestation de tout ça, c'est la formation d'un grand cercle en ciel qu'on appelle un halo. On l'observe depuis des millénaires. C'est ce même phénomène qui, lorsqu'il se passe, lorsque l'on se trouve en altitude, est à l'origine des auréoles des saints dans la religion chrétienne. Les saints, les apôtres, les premiers en tout cas, ont été représentés avec une auréole, un disque doré. Dans l'iconographie religieuse chrétienne, pour les Européens qui ont fréquenté les églises, ils connaissent bien ça. Donc c'est ce phénomène qui se forme autour de la tête des personnes que vous regardez quand vous vous trouvez dans ce nuage avec les paillettes de glace qui se forment. Alors ça arrive de façon assez rare en haute montagne et c'est arrivé probablement à l'époque où les apôtres ont reçu leur auréole. En tant que randonneur, moi j'ai déjà observé sur mon compagnon de randonnée une auréole et lui il rigolait parce qu'il me voyait aussi auréolé. Voilà pour l'explication scientifique du phénomène naturel. Merci beaucoup. Alors, nous allons donner la parole aux personnes qui veulent s'exprimer. Il y a monsieur qui vous présentez rapidement quand vous prenez la parole, s'il vous plaît.
des services à l'Amérique suprême. Alors, je suis effectivement de formation scientifique, donc je comprends tout à fait les explications qui ont été données tout à l'heure. Mais en même temps, je suis un citoyen, j'ai ma culture, je suis croyant. Et donc, alors, le lien, où se trouve le lien entre le scientifique, le phénomène scientifique ou les explications scientifiques et la croyance, c'est le thème d'aujourd'hui. Je pense que ce qui est scientifique, c'est ce qui est vérifiable, constante, explicable, alors que ce qui est de l'ordre de croyance, c'est plutôt quelque chose qui émane, on n'a pas d'explication forcément, mais on se remet à Dieu, on se remet à un phénomène qu'on ne peut pas expliquer, donc on se remet à Dieu. Et le lien, il est où? Ben, le lien, c'est quand là, par exemple, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une explication, certes, mais toutes ces choses-là, cet ordre qui a été précisé là tout à l'heure, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Tous ces éléments-là ne sont pas venus comme ça. Il y a quelqu'un qui a mené ces éléments-là, qui est à l'origine de ces éléments-là, qui est à l'origine de cette logique-là, cette rigueur qui a été présentée tout à l'heure. Donc il y a quelqu'un qui a fait tout ça. D'où la croyance. C'est là où il y a le lien avec la croyance. C'est parce que quelqu'un qui est croyant, il se dit, tout ce qu'on voit, il y a quelqu'un qui les a fait. Ils ne sont pas venus là par hasard. S'il y a l'atome, s'il y a l'hydrogène, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est quelqu'un qui les a fait et qui ça suivi une logique. Et la logique, ce sont les scientifiques qui l'expliquent. Voilà. Ce qui a été indiqué dans le témoignage, que chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les athées, il y a une interprétation qui est différente. Donc, je dirais que le scientifique a besoin de croire pour apporter la preuve. Et je vois là une unité, un rapprochement, que la croyance ne soit pas simplement pour la religion. Et le scientifique doit avoir le courage pour essayer de chercher la preuve, doit avoir quand même un arbitraire de croyance. C'est ce que je peux faire. Là, donner la parole déjà pour qu'il se présente. Merci beaucoup. Et puis si vous voulez nous dire un petit mot sur le sujet, déjà, juste comme ça en introduction. Bonjour. Et j'en suis convaincu. J'y ai pensé de manière traditionnelle et peut-être pas encore scientifique à ce sujet en question. Et en y pensant, je pensais aux anciens d'ici qui n'étaient peut-être pas scientifiques dans la définition des scientifiques que vous êtes, mais qui ont agi, qui ont fait beaucoup de choses qui nous ont émerveillés et qui continuent à nous émerveiller. Ici, les anciens, pour sortir en mer, ils regardaient les temps, le temps sera bon. S'ils le placent un peu juste à côté du trou, ça veut dire qu'il y a des risques. S'ils le mettent tout de suite au-dessus du tas, ça veut dire que ça ne va pas. D'accord? Donc ils regardaient, je ne sais pas si c'est scientifique, mais c'est peut-être démontrable. On peut regarder ça et regarder en haut la suite et peut-être faire des conclusions comme on a fait. Ils ont voyagé vers Madagascar sans boussole. Ils ont soigné des bobos, beaucoup de choses, mais d'autres maladies n'ont pas été vaincues par leurs médicaments. Mais je crois savoir aussi que les recherches scientifiques sont aussi vaincues par certaines maladies. Et du coup, ma question que je voulais soumettre ici, quelle est la place dans la science de ces choses auxquelles ils ont cru sans avoir écrit ni lu d'ailleurs sur quelque chose? Je ne sais pas si ça peut apporter quelque chose, mais mon vécu c'est celui-là, mes anciens qui ont vécu ici sans boussole et qui ont voyagé, qui ont vécu ici sans autre instrument pour lire la météo, mais qui ne sont pas perdus nécessairement en mer parce qu'ils avaient une lecture
de leur environnement, de l'air, de tout ce qu'il y avait autour. Est-ce scientifique ou est-ce que l'être que je suis, l'être humain en soi, est une science? Oui, merci beaucoup. Je vois qui, au niveau des mathématiques, porte un monde scientifique tout à fait particulier. Quand vous me disiez le sens du phénomène, tout à l'heure on regardait ça et vous me parliez que ça annonçait quelque chose au niveau de la pluie. Vous pouvez nous en dire un mot de la personne qui vous avait dit ça, ou dans quel cadre on vous a dit que le phénomène qu'on a observé tout à l'heure annonçait des pluies? Est-ce qu'on sait pourquoi scientifiquement il y a des pluies après? C'est vraiment un problème. Alors, on va peut-être donner la parole à M. Salone pour répondre à la question de son collègue. D'accord, il y a des principes, des croyances, des axiomes, des postulats, quel que soit le champ où on se trouve, et que donc il y a autant de croyances et de sciences que de personnes, c'est en tout cas mon avis. Mais peut-être que la différence, elle se situe plutôt au niveau du type de raisonnement qu'on conduit, le type de preuve qu'on accepte ou pas dans ces deux champs. Est-ce que, par exemple, est-ce que les preuves qu'on accepte en théologie ou dans la religion ou dans la vie de tous les jours, ce sont tout à fait les mêmes types de preuves que celles qu'on accepte dans un discours scientifique? Je pense que non, il y a des modalités. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, moi simplement pour terminer là, c'est la complémentarité, comment comprendre l'un sans l'autre. Et après, enfin, pour répondre à Spello, bien évidemment que les sciences aussi, elles sont construites sur des révolutions et des changements de représentation du monde, et certains qui sont complètement opposés les uns par rapport aux autres. Merci Monsieur Salone. Nous allons donner la parole à Monsieur Fahad pour avoir un point de vue un petit peu exclusivement scientifique, et on va peut-être rentrer un peu dans une vision qu'est-ce que dit la religion et comment aborder cette problématique effectivement de la relation entre la science et la religion. Je donne la parole à monsieur. Alors bonjour, je me présente Fahad, Akaramati Fahad. Je suis de la mairie de Chipoli, service développement territorial public de la mairie. Comme disait mon chef, j'ai peut-être deux casquettes, c'est pas grave. Donc, en tant que musulman, comme j'ai dit la dernière fois, quand vous êtes passé à la radio, la science et la religion ne sont pas incompatibles. Il y a des faits scientifiques, on m'a dit M. Spello, qui sont vérifiables, qu'on peut observer, analyser. En même temps, on retrouve dans le Coran certains versets, parce que le Coran n'a pas pour but d'expliquer, c'est pas un livre scientifique, mais quand même on retrouve des éléments scientifiques dedans. Donc, comme je disais donc, c'est pas incompatible. On peut. Je vais citer un exemple, après je m'arrête là, pour montrer que la science et la religion ne sont pas incompatibles. On a découvert que l'eau douce mélangée avec l'eau de mer, ils ne se mélangent pas. Par exemple, là, il y a des comment on appelle ça? Le courant d'eau douce qui passe en bas. Nous, quand on était petits, quand on faisait des plongées, on s'apercevait qu'effectivement, malgré qu'il y avait la mer, l'eau qui était en bas, il gardait toujours comment on dit, la fraîcheur. Dans le Coran, c'est expliqué, il dit Maraj al-Bahrayn yaltaqiyan baynahuma barzakh la yabghiyan. Les deux mers, les deux mers se rencontrent, c'est-à-dire l'eau douce et l'eau de mer, pourtant ils ne se mélangent pas. Il y a une barrière fine qui les empêche de se mélanger. Ça, c'est un exemple parmi les exemples qu'on peut citer pour montrer exactement, effectivement, il y a le Coran qui dit ça. Après, il y a la science qui nous explique pourquoi ça se fait ou pourquoi ça ne se fait pas. Donc, pour moi, c'est pas incompatible. Et comme je le disais, encore faut-il, parce que la dernière fois que M. Le Maire est passé à la radio, avec, je ne sais pas qui, je sais pas, il y a eu deux interventions, les deux derniers notamment, c'était limite. C'était Coran. C'est bien pour un musulman croyant, c'est tout à fait normal. Donc, faut-il
savoir analyser tout ce qui se passe autour de nous. Merci beaucoup. Alors nous avons à la table aussi un collègue enseignant de sciences physiques, docteur en sciences de l'éducation aussi, qui a eu la chance aussi de passer un certain nombre d'années en Guyane, à Mayotte, en Guyane, il revient à Mayotte, donc il a une vision aussi pour une question que je voudrais lui poser, monsieur Deliou, c'est la tradition, ce n'est pas simplement un rapport à la religion, mais il y a aussi un problème d'histoire, de la vie, donc qu'on avait retrouvé justement par rapport à l'éclipse, sur la vision et le lien entre un dragon pour signifier que le méchant dragon allait manger la lune ou le soleil, je ne sais plus dans quel c'était. C'est quelque chose qu'on disait dans les Comores en général, en Mayotte aussi, mais en Chine de la même manière. Donc la notion de culture est aussi importante. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur cette vision plus culturelle, éventuellement tradition culturelle, voire indépendante de la religion, sur cette relation entre science et culture justement? Je crois que dans toutes les époques apportent aussi un résultat prédictif. La météorologie, c'est l'interprétation des phénomènes naturels liés au climat, et l'aspect prédictif. Alors que la signification apportée dans une culture n'avait pas forcément pour but d'expliquer le phénomène, mais de donner un sens à ce qui tisse le lien dans la communauté. Donc, les objectifs de la science, c'est d'expliquer comment un phénomène se produit, alors que dans une culture, une croyance, c'est comment un phénomène contribue à la vie de la société. Donc les objectifs ne sont pas concomitants. Et il y a des sciences, chaque culture a développé un certain nombre de croyances, d'explications sur les phénomènes naturels qu'ils observaient pour étayer les liens sociaux. Donc il y a des sciences hindoues, chinoises, marocaines, occidentales, péruviennes, etc. Merci, monsieur Deliou. Merci de le recevoir à côté. Nous écoutons depuis la place Psychotrame ici à Chicoli. Donc nous allons faire une petite pause musicale avec la musique de dans l'ensemble des éléments d'information ici même depuis la place Psychotrame. Et bien merci. Et dans ces minutes, nous nous retrouverons pour la suite du débat de cette belle journée de la science. On parle de quelque chose qui est, entre guillemets, c'est un mathématicien qui vous parle, c'est un carré, les choses doivent être carrées, les choses doivent être ordonnées, les choses sont claires, il n'y a pas de problème, toute explication doit être claire, etc. Sauf que, ce qu'on oublie aussi, c'est que Descartes était un très très grand religieux. Et il a réussi, malgré cette pensée extrêmement rigide, même par moments, à gérer quand même son côté religieux. Donc, c'est vrai que les deux aspects peuvent être compatibles. Alors, on va poursuivre le débat en essayant de voir si, effectivement, c'est toujours compatible. Et je redonne la parole à monsieur le maire, qui va bien sûr nous retrouver un petit exemple provocateur, comme il sait si bien faire. L'évolution de la vie de la société mahoraise. Je disais que avant, lorsque les gens étaient malades, soit on allait voir un guérisseur, soit on faisait ce qu'on appelle du sidjabou. C'est une sorte d'évocation où les foundis sont en train de lire. Aujourd'hui, peut-être qu'on fait encore appel à ces genres de soins, mais la plupart du temps, systématiquement, on va d'abord voir un médecin. Et c'est quand le médecin n'a pas de réponse qu'on se retourne encore vers ces genres de soins. Et j'étais en train aussi de me poser la question, parce que comment se fait-il, avant, on ne faisait pas appel aux moyens de locomotion dans un avion pendant plus d'une dizaine d'heures sans que l'avion tombe et que les gens puissent faire tous les besoins à l'intérieur de cet avion. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, à Mayotte, de là où nous sommes,
des gens qui sont peut-être de l'autre côté de l'hémisphère de la planète, en direct, peuvent discuter avec nous, peuvent nous voir en même temps qu'on parle. Alors, les auditeurs m'ont dit, en tout cas ils ont réagi, ils ont dit, il ne faut pas se casser la tête, tout a été prévu par les religions. Tout est inscrit dans le Coran. Alors, j'ai pas envie de me casser la tête, mais j'aimerais que vous m'expliquiez tout ceci. Alors, avant de donner la parole pour que certains... sont-ils bien sûrs que l'explication scientifique leur suffit? Et donc, voilà, c'est malgré le fait d'être scientifique, il y en a qui, malgré tout, se disent que c'est pas si simple que ça. Je vais vous donner la parole, monsieur, par exemple. Oui. Le Shamsi Imam, je suis président de la Fédération des associations de protection de l'environnement. Je suis également président du conseil scientifique et du patrimoine naturel de Mayotte. Donc moi je voulais juste apporter peut-être mon témoignage dans un domaine où je connais un peu plus. C'est peut-être autour de l'agronomie où je vois que peut-être il y a pas mal de résistance pour l'appropriation de la communauté mahoraise à toute la connaissance scientifique et à tous les savoirs que la science a découvert pendant ces 100 dernières années. Et il suffit de regarder autour de vous, les pratiques culturelles sont exactement restées accrochées aux temps anciens, parce que tout cet apport de la connaissance qu'on a essayé un peu de vulgariser ici, c'est voué à l'échec. Alors on se pose bien la question pour un certain domaine, notamment la santé. Il y a un certain nombre de choses qui ont très rapidement été appropriées, et on le voit très bien dans l'agriculture où il y a quand même un refus systématique pour l'appropriation. Et moi-même, je travaillais très anciennement dans la vulgarisation agricole, et très souvent ce qui nous arrive, les parents me disaient écoute mon fils, cette agriculture je le connais depuis des années, c'est pas toi parce que tu as fait tes études en métropole où tu vas me faire dire d'autres choses. Et on voit au fil de temps, je voudrais aussi provoquer mon ami Spello qui est là, puisqu'il est du Nord. En ce moment, on m'a demandé de faire un diagnostic agronomique sur l'îlot d'Onzamo, et c'est vrai que la connaissance scientifique, on met en avance tout ce qui est analyse du sol avec les éléments, tout ça. Et quand on a expliqué, les gens du Nord ont préféré plutôt, la semaine dernière, pas plus loin, de faire des festivités rituelles, notamment un grand fatira sur l'îlot, que vraiment mettre en avant tous ce tableau de faiblesse, force, menace qu'on a essayé de mettre en exergue. Alors, on va donner la parole à M. Yol, puis après je redonnerai la parole à M. Spello Rastani qui répondent aux problématiques du nord et du sud de l'île. M. Yol d'abord. C'est un constat, mais sachant quand même que la science reste beaucoup dans des innovations. Et nous, à l'occasion de la fête de la science, le mot le plus important que nous voulons diffuser, c'est l'innovation. Alors que des pratiques traditionnelles puissent rencontrer des démonstrations scientifiques, cela peut conduire à aller encore plus loin dans les innovations. Mais on peut arriver dans le temps à ne pas avoir un consensus, je reviendrai tout à l'heure sur le mot consensus, et dans un moment de controverse, on ne peut pas conclure que telle ou telle population n'intègre pas finalement les avancées scientifiques. Parce que dans le domaine de l'agronomie, puisque j'ai pu voyager dans la plupart des Outre-mer, je peux témoigner qu'en Guadeloupe, en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, et même à Mayotte, l'autosuffisance alimentaire, c'est à peu près mon domaine, a été améliorée de manière tout à fait, je dirais, cartésienne, par les apports qui sont des populations, mais aussi par l'agronomie. Et par rapport à l'intervention du maire, j'apprécie sa franchise, et en tant que premier magistrat de sa commune, c'est intéressant qu'il puisse nous donner le ressort ce que sentent les personnes dans la commune. Et là, par rapport aux avions, je pense que notre perception, la peur de l'avion, n'est pas la même que celle des enfants. Nous avons déjà eu des expériences où les enfants, comme Thomas Pesquet aujourd'hui, qui est dans la mission Proxima,
il a fait un certain nombre d'entraînements pour prendre l'avion et pour tourner autour de la Terre et dans notre système solaire. Et le fait qu'il ait réalisé cette expérimentation lui permet de ne pas avoir des angoisses en réalisant la mission pour laquelle il doit avoir les messages. Donc, je dirais que c'est tout à fait évident que l'émotion peut être une émotion négative et positive. Et le but de notre communauté scientifique, c'est de pouvoir avancer dans la compréhension des phénomènes. Et ceci peut nous conduire à nous rassurer, puisque avant, effectivement, il fallait prendre la pirogue. Mais nous savions aussi que, en termes de mortalité, en termes d'incidence, en termes d'angoisse, ceux qui partaient en regardant un certain nombre de choses partaient aussi avec une forme d'angoisse. Aujourd'hui, quand les marins partent, le fait qu'ils aient des satellites, le fait qu'ils aient la communication avec l'extérieur, le téléphone portable, cela peut conduire à stabiliser finalement l'être humain, et donc c'est pour cela que ces réponses sont intéressantes. Donc Abel, d'après ce que tu nous dis, tu conseilles aux gens qui ont un petit peu peur en montant. Et ensuite, j'ai fait une formation et où on m'a appris finalement ce que ça représentait à Paris depuis plus de 25 ans. Je prends l'avion une fois par semaine et donc ça peut être une réaction tout à fait importante. C'est aussi l'humilité, je voudrais revenir sur ce mot, l'humilité des scientifiques qu'ils doivent avoir en dialoguant avec les croyances. Et j'aimerais récupérer cette idée-là des crabes et vous dire qu'aujourd'hui, ce que nous avons comme difficulté, je parle à côté des enseignants, c'est que nous n'avons pas assez d'observation. Donc, un des premiers stades, avant de redonner la parole à M. Rasconi, je voudrais poser une question à nos collègues qui peuvent nous donner une réponse via la religion, notamment pour la problématique que notre collègue a soulevée sur les problématiques d'évolution des outils au niveau de l'agriculture. Moi, la question que je veux vous poser, c'est en quoi les religieux et le monde religieux peut aider justement, notamment les agriculteurs, à aller dans le sens politique. Des scientifiques, qui est un peu difficile, et notre science à nous, qui est encore plus scientifique que la leur. Je m'explique. Ils t'ont parlé du temps. Ils sont plus anciens que toi. Ils ont expérimenté. À Mayotte, il y a 2 saisons bien marquées, Koussi et Kashkazi, et quelques saisons intermédiaires qui ne portent pas de nom, mais qui portent quelques marques du genre la saison où on doit commencer à cultiver. On le sent. Tu le vois? Alors, ils savent là-bas que quand la pluie tarde à venir, permet de faire venir la chose. D'accord? Ils ne l'ont pas commencé cette année, ils l'ont toujours fait. Et parce qu'ils ont des résultats, ils continuent. Ils ont toujours cultivé avec cette méthode, la culture sur brûlis. Et ça rapporte. Mais comme les anciens leur ont dit qu'un champ est fort pendant quelques temps et qu'après il faut le laisser un peu en jachère, c'est la meilleure des sciences. Ils le font. Autre chose, Mounier, on a raison d'avoir peur de l'avion, parce que dans l'avion, il y a des maths, et dans les maths, il y a des probabilités. Mais en religion, il nous est demandé de vivre avec la science et de voyager par la science étant le savoir. Quand on apprend et qu'on pousse très loin son savoir, notamment par le biais même de la pratique. Et le grand fondé de Moulid d'ici, quand il fallait prendre la pirogue, par exemple, de Mtsamoro pour venir à Chikone ici, et qu'on leur disait, chef, allons-y, ils disaient aux autres, on y va, allez-y devant. Et quand on arrivait à Chikone, ils étaient à Chikone. Est-ce qu'il y avait une autre route? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais ils étaient à Chikoni et ils n'étaient pas dans la pirogue. Et il n'y avait pas d'hélico. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Scientifique ou pas scientifique, le sujet d'aujourd'hui est succulent. Merci beaucoup, Père. Et plus efficace. Quel rôle pourraient être les religieux? Monsieur, vous naviguez sans boussole. Voilà. Donc, c'est vraiment encouragé.
il faut vraiment, c'est-à-dire avoir la connaissance pour pouvoir pratiquer sa foi. Alors c'est une phrase, oui. Et tout ça aussi permet d'améliorer les conditions de vie de la personne. Et le pas entre la connaissance et la tradition, c'est quoi? C'est le fait qu'on accumule des expériences au fil du temps et cela se traduit par la culture. Et la culture est une composante aussi de ce qu'on appelle l'identité des peuples. Donc on ne peut pas dissocier l'identité de la culture et de connaissance. D'accord. Vous avez une vision effectivement et de la religion, mais hélas dans notre histoire et en France particulièrement, effectivement on est passé par des moments où la religion n'avait pas forcément ce rôle-là. Et qu'effectivement, trop d'éducation avec des populations, il valait mieux éviter. Donc effectivement, on est arrivé à une vision de plus en plus positive de la culture, mais on retiendra vos propos. Monsieur, je vous en prie. Oui, allez-y. Pour la question que je me suis moi posée tout à l'heure, c'est dans la description de notre collègue sur les difficultés qu'il avait eues avec les populations, notamment d'agriculteurs, à leur expliquer la façon dont il faudrait, ou la façon dont la science dit qu'aujourd'hui il faudrait travailler, nous expliquait les difficultés qu'il avait eues sur les réponses et les non-réponses qu'il avait de la population et qui refusait de faire comme la science demandait en disant ben nous on a l'habitude de, là on n'est même pas forcément dans les problèmes de religion mais vraiment de tradition culturelle, puisqu'on a l'habitude de, comme M. Rasdami nous le rappelait, ben on va continuer à faire comme ça. Donc quel rôle peut avoir la religion et les religieux pour aider les populations? Alors il faut savoir que nos anciens, notamment mes ancêtres Ahmad Sonko Manazar, je ne sais pas si tu l'as connu, non? Du côté de Mzamboro, justement, les anciens, ils ont du mal avec tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est scientifique. Comme l'a dit M. Spiro, ils ont eu un système, leur façon de faire pendant X temps, ça dure jusqu'à maintenant. Donc un scientifique qui vient là et qui leur dit bon, maintenant faites ça. C'est pas leur méthode. De deux, ils sont musulmans religieux, se disent ça c'est une liberté, c'est pas un don. On n'a pas à faire ça. C'est presque pour eux le domaine de l'interdit carrément. Au rôle des savants musulmans, des fondés, d'expliquer à ces personnes-là, effectivement, on peut utiliser la science, que ce soit dans l'agronomie ou dans autre chose, il n'y a pas de souci. Parce qu'eux, ils ont peut-être peur de transgresser quelque part, de violer les lois musulmanes, entre guillemets. Donc, au fond, dit aux savants de leur expliquer, non, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de souci, vous n'enfreignez pas les règles. Vous faites ça, ça peut être bénéfique pour nous, en termes de résultats. C'est pas une augmentation, mais aussi, ça pourrait préserver et sauvegarder notre environnement. Merci beaucoup. Donc, je vais un peu poser le même type de questions à notre collègue inspectrice de l'éducation nationale du premier degré de la région de Chiconi, Sada, de toute cette zone-là, qu'elle nous explique un peu le rôle de l'éducation, justement, pour être capable, au niveau des enfants, comment fait-on, comment peut-on faire pour allier une relation. C'est bien que l'approche scientifique peut être gaie, peut être dynamique et non pas austère. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Denis, vous nous rappelez aussi l'importance de la relation avec l'avion, la technologie. Vous avez un micro qui ne marche pas. Allô? Mais déjà, il faudrait rappeler que la science occidentale est souchée sur les traditions arabes et musulmanes, puisque entre le 7e et le 14e siècle, le passage de l'Antiquité à la Renaissance et le Moyen-Âge en France
c'est fait grâce aux scientifiques musulmans. C'est eux qui ont permis la conservation et la traduction des ouvrages anciens écrits en grec et en latin. Donc, pour montrer que déjà dans la tradition musulmane, il n'y a pas d'opposition par la science, parce que c'est grâce à eux que nous avons aujourd'hui l'héritage. C'est le premier point. Le deuxième point, je regrette que dans l'intitulé de ce débat, on parle de la science entre. Parce qu'il y a complémentarité. Là, c'est pour moi, la science apporte à l'autre connaissance. Cette connaissance, elle est utilisée par les hommes pour donner une technologie qui apporte un confort. Mais il manque à cette puissance que donne la technologie, il manque la sagesse. Et c'est à la religion d'apporter cette sagesse. Que vaut une science si on n'a pas d'éthique, si on n'a pas de sagesse? Que vaut une religion si elle enferme culturellement sa population et qu'elle n'apporte pas le confort et une espérance de vie? Merci pour ces sages réflexions. Alors je voudrais aller à l'opposé de ce que vous venez de dire, non, pas tout à fait, et poser la question à M. David Pouvreau, notre mathématicien de la table, qui est nouvellement arrivé à Mayotte. Légitimer son approche scientifique, on peut le considérer comme le fondateur de la science moderne, que jusqu'avant lui, en fait, on avait une approche de la compréhension du monde par la lecture des écrits révélés, et que lui, en fait, pensait que l'œuvre de Dieu mérite d'être étudiée par elle-même, c'est-à-dire, sa fameuse phrase, « Le livre de la nature est écrit en langage mathématique ». Et en fait, à partir de là où je vois qu'il n'y a pas d'opposition du tout, en fait, dès le départ, entre science et religion, c'est par le fait que, d'emblée, chez Galilée, comme chez ses successeurs les plus brillants, de Newton à Einstein, Werner Heisenberg ou Schrödinger, tous ont affirmé la même chose, à savoir que de toute façon, pour avoir une approche scientifique du monde, il faut se fonder sur deux postulats qui ne sont pas du tout scientifiques, mais vraiment métaphysiques. Et ces postulats, en réalité, il y en a au moins un qui est partagé avec la religion. C'est-à-dire, le premier d'entre eux, c'est qu'il existe un ordre dans le monde. Ça, c'est quelque chose de commun à toute pensée scientifique et à toute religion. Et la deuxième, qui fait peut-être diverger justement la religion de la science, c'est que le deuxième postulat métaphysique de la science, c'est que l'esprit humain a la capacité de refléter l'ordre du monde et d'en capter la rationalité. Donc, déjà, je pense que ça va exactement dans votre prolongement, et je voudrais dire qu'en aucun cas, on ne peut opposer science et religion, plutôt les voir comme une complémentarité. Le scientifique donne la rationalité du livre de la nature, c'est-à-dire étudie l'œuvre de Dieu dans sa création, tandis que la religion donne le sens de cette œuvre pour l'être humain. Donc ça, c'est un premier point. Merci de nous avoir permis d'élever tout de suite le débat. Là, on a fait un saut dans l'inconnu pour beaucoup d'entre nous. Merci, mais c'est vrai que ce rappel était fondamental. Après, la question, vous pouvez la rappeler? La question, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, monsieur, il vous reste 3 minutes, sinon vous ne gagnerez pas le fameux prix spécial de la table ronde. C'était le problème de la transgression. On sait bien que quand on cherche et quand on réfléchit dans une démarche scientifique, on a besoin toujours de remettre en cause, et remettre en cause la réalité. Alors là, en réalité, ce que je vois moi, c'est pas forcément la religion qu'on met en cause, mais c'est des formes de tradition. On en parlait tout à l'heure sur les agriculteurs, et donc une démarche scientifique, est-ce qu'il est possible d'avoir une démarche scientifique constructive sans être transgressif? À mon avis, à un certain niveau d'évolution de l'analyse, on ne peut pas s'interdire de transgresser, parce que la découverte est transgression, elle est transgression de ce qu'on sait déjà. En fait, on ne peut pas chercher, on ne peut rien découvrir a fortiori si on bloque d'emblée les choses. C'est-à-dire que la découverte va venir de la transgression, c'est la capacité de remettre en cause, en fait, l'ordre établi quelque part. Il y a quelque chose de fondamentalement anarchiste dans la science. Merci beaucoup. Alors, on approche la fin de cette table ronde et on va donner la parole à Monsieur Abelliol
pour conclure cette table ronde, en le remerciant encore. Je me considère aussi comme mahorais, ça va vous surprendre, mais je me sens depuis 2 jours comme mahorais. Et donc la science et moi, mahorais, je trouve là un consensus sur tout ce que nous avons discuté, comme étant de ne pas opposer la science et la croyance. La deuxième partie sur laquelle, effectivement, que ce soit dans l'évocation de Galilée, de Descartes et d'autres penseurs aussi des religions, me permet de dire que la seconde phase qui est la controverse, la science des religions doivent être dans la controverse. Et le temps de la controverse dans une société nous permet d'échanger, de créer pour aller vers les innovations. Et la controverse peut, dans le temps qui est religieux et aussi scientifique, conduire à un consensus. Donc nous avons dans une vie de société un temps de consensus. Nous sommes d'accord de vivre dans une société. Nous sommes d'accord d'avoir les églises, des temples, des mosquées, des écoles et de vivre ensemble. Mais l'autre temps qui peut être scientifique, de la controverse, du débat. Et ça, pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais que cette réflexion, qu'ils puissent la continuer au niveau, par exemple, du changement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, pour nous, le changement climatique, c'est un consensus ou le changement climatique, c'est une controverse? Et là, je pense que nous partons sans conclure et cette dynamique-là de rester entre 2 États peut nous permettre de continuer à être aussi bien humains que scientifiques. Merci. Oui, sur ces mots de controverse, donc nous aurons l'occasion de redévelopper amplement donc, la prochaine fois cette table ronde. D'ailleurs, vous êtes quand même très nombreux à avoir bien sûr suivi cette émission sur la RA FM de Chiconi FM, ici même en Mayotte. Ceux qui sont à l'ouest de Mayotte ont eu l'occasion de savourer ces belles moments à travers la RA FM. Et puis, ceux qui sont à métropole ont eu aussi l'occasion de nous suivre depuis le net sur www.chiconifmradionet.com. Et nous tenons